Bonjour à tous, on est dans le premier épisode de Scan. J'ai le plaisir de recevoir Anaïs. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Je sais qu'on va parler des choses qui vont servir à des gens et qui sont pas tout le temps agréables, donc je te remercie vraiment pour ça. Et voilà, j'ai juste besoin que tu te présentes globalement pour les gens et puis ensuite on avance ensemble. Je t'en prie. Ok, donc Anaïs, 32 ans, je suis mariée depuis 1 an à un magnifique Pascal qui comble ma vie tous les jours. Pas tant que ça. Un peu quand même, et qui me soutient bien au quotidien. Que dire d'autre? Je travaille pas en ce moment, mais ma passion en ce moment c'est plutôt mes réseaux sociaux, parce que j'ai une page YouTube, en fait un compte YouTube. T'as lancé une chaîne l'année dernière? Ouais, c'est ça, l'année dernière, en juillet de l'année dernière, avec mon grand frère, qui s'appelle Jude and the Vie. Ouais, on va mettre le lien dans la description, comme ça tout le monde pourra aller voir. Exactement. Et voilà. Je suis ravie d'être là pour le premier épisode. Je suis honorée même. Ça me fait vraiment plaisir. Et on a voulu faire ça avec Lilou, en fait, on s'est rendu compte, on a été confronté un petit peu à la maladie, à différentes sortes de cancers. Malheureusement, aujourd'hui, c'est difficile aussi de trouver une famille où il n'y en a pas, en fait. Il y a forcément un parent, ou quand c'est pas un frère, une sœur, et quand c'est pas un enfant, voilà. Il y a toujours, on dirait, un cancer dans chaque famille qui existe, que ce soit une petite ou une grande. Et en fait, on s'est rendu compte aussi avec Lilou qu'il y avait plein de choses à faire avant pour éventuellement éviter tout ça, mais il y a aussi des manières d'aborder. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est comment on peut aborder la chose philosophiquement autant qu'au niveau médical, tout ça. Et donc voilà, donc si tu veux bien, on aimerait bien savoir déjà comment tu l'as su, à quel âge. En fait, ton premier rapport à la maladie d'abord, c'est-à-dire est-ce que dans ta famille, déjà, t'as été confronté à ça? Oui, dans la famille de ma maman surtout. Ouais. Puisque son frère a eu un cancer quand il était très jeune, Okay. Ensuite son papa, ensuite sa sœur, et ma maman elle-même l'année dernière, du coup, qui a eu un cancer des ovaires. Et c'est vrai que c'était la première fois en fait qu'on était confrontés de manière aussi proche. Quand ta mère l'a eu l'année dernière? Ouais, quand ma maman l'a eu. On n'était vraiment pas préparés à ça, et c'est vrai que ça a été un assez gros choc pour toute la famille en fait. Surtout quand ça touche la maman, c'est toujours plus difficile. T'es la dernière d'une fratrie avec trois grands frères? Exactement, je suis la dernière et du coup j'ai toujours eu une relation très fusionnelle avec ma maman, on a toujours été très proches. Donc ça m'a vraiment énormément affectée. Et du coup j'ai carrément changé ma manière de penser à la vie en fait, déjà après la maladie de ma maman. Début 2024, déjà j'ai commencé à revoir un petit peu le rapport au travail, le rapport à la famille, autant qu'on a sur Terre, on va dire, entre guillemets. T'as relativisé un peu, c'est quoi qui s'est passé? En fait, je me suis rendu compte que ça n'arrivait pas qu'aux autres, parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, en fait, on a toujours des familles qui sont atteintes de la maladie, pas que forcément le cancer, d'autres maladies aussi. Nous, c'est vrai qu'aussi proche, c'était la première fois. Et du coup, je me suis un peu posé des questions du type à quoi bon la vie, en fait, si les gens qu'on aime sont malades. Et je me suis dit que pourquoi j'allais passer des heures derrière un bureau à travailler pour quelqu'un qui méritait pas mon temps et qui méritait pas mon énergie, alors que ma maman était dans un lit d'hôpital, en fait. Donc j'ai eu un peu ce changement de mentalité à ce moment-là, donc début 2024. Je me mariais 6 mois plus tard, donc je me suis un petit peu arrêtée de travailler pour me concentrer sur ma maman et sur mon mariage. Et j'ai découvert que moi-même j'étais atteinte de la maladie quelques mois plus tard, en mai 2024. Parce qu'en fait, toi tu te maries... Pas en mai 2024, mais... Non, ouais. Toi tu te maries... Il y a ta mère, donc tu découvres qu'elle est malade début de l'année 2024. Et toi, Fin 2023. Fin 2023, début 2024, fin 2023, ok. Et du coup, toi, tu te maries au mois de juin 2024. Ouais. Ok, et donc toi, tu sais pas encore pour toi à ce moment-là? Non, je le savais pas encore. Fin mai, en fait, quelques semaines avant le mariage, j'ai senti une petite masse dans ma poitrine. Mais je me suis dit, à mon âge, en fait, c'est un kyste ou quelque chose comme ça. Je m'étais dit que voilà, je laissais passer le mariage pour pas m'embêter la tête avec ça. Et après le mariage, du coup, j'ai fait des analyses. Et donc, c'était quoi? C'était une semaine après, 2 semaines après? C'était 12 jours après le mariage, exactement. Et donc, tu as eu un diagnostic quand? Alors, le jour même, donc j'ai fait une échographie mammaire. Le jour même, la dame en fait, qui m'a fait l'échographie
m'a dit que c'était pas très très joli ce qu'elle voyait dans ma poitrine et que pour elle, ça s'apparentait à un cancer. Le jour même? Le jour même, ouais. Elle m'a dit voilà, que ça faisait des années qu'elle faisait ce métier et qu'elle savait reconnaître un petit peu les masses suspectes, on va dire. C'était pas une mammo, c'était une échographie? Non, c'était une échographie mammaire. À la suite, en fait, le jour même, elle m'a dit qu'elle me ferait pas perdre de temps et qu'elle allait tout de suite faire les autres analyses pour qu'on en gagne, justement. Donc, elle m'a fait la mammographie sur le coup, en même temps. Et elle m'a fait une biopsie, en fait. Donc, dans la même journée? Dans la même heure, en fait. Ça s'est passé vraiment dans la même heure. Donc, elle m'a fait une biopsie de la masse qu'elle a vue dans ma poitrine et des ganglions, du coup. Et elle m'a dit qu'elle m'adressait à une de ses consoeurs à l'hôpital, au centre Léon Bérard, du coup, qui est spécialisé dans le cancer à Lyon. Et là, ça a été la période un petit peu compliquée parce que moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, je suis redescendue de très très haut. Et c'est surtout l'attente parce que la biopsie et toutes les analyses, en fait, prenaient 2 semaines. Donc, entre le moment où j'ai eu la biopsie et le moment où j'ai eu mon premier rendez-vous à Léon Bérard, il y a eu 2 semaines qui se sont passées. Où t'attendais? J'attendais et je n'avais aucune réponse. Je ne savais absolument pas ce que j'avais. Et en plus, pour ceux qui se sont mariés, ils savent de quoi on parle, c'est que tu viens de te marier, tu es dans un univers à part, en fait. Exactement. Tu es sur ton petit nuage, etc. Et tous ceux qui se sont mariés, ils le savent, c'est que pendant une semaine, 10 jours, tu restes un peu là-dedans, etc. Exactement. Et donc, toi, tu as une nouvelle difficile juste après ça. Ouais. Et ok, donc comment t'es dans quel état d'esprit là? C'est-à-dire que tu sors de quelque chose qui est joyeux, etc. On t'annonce ça. Donc déjà, t'as les 15 jours où t'attends. Ouais, donc, c'était très dur. Ouais, normal. J'étais dévastée. Et en fait, ce qui est plus difficile que de savoir que t'es malade, c'est de pas savoir ce que t'as. Et c'est vrai que parce que tu sais que tu as quelque chose et t'attends qu'est-ce que c'est en fait. Et t'es même pas sûr parce que tu te bases sur une dame qui a juste vu quelque chose, mais en fait sur le papier il n'y a pas eu la biopsie, il y a rien quoi. Sauf que le jour même elle te dit on va quand même faire ça, on va quand même faire ça, on va quand même faire ça. Donc c'est qu'il y a quelque chose, mais on sait que les médecins peuvent se tromper parfois, donc t'as quand même, en fait t'es partagé entre l'espoir qu'il n'y ait rien, de te dire qu'à 32 ans, jamais de la vie t'as un cancer du sein, enfin c'est impossible. Après t'as un peu dans ta tête de te dire que oui, ta maman était malade l'année dernière quand même et que ça peut être corrélé en fait. Ouais, ce qu'il y a, c'est que toi, tu es en plus déjà dans le truc à t'occuper de ta mère. Il y a ça qui traîne, qui plane. C'est un truc qui est dans la famille, quoi. C'est un peu ça. Et puis, ma maman avait eu une annonce fin mai que tout était OK pour elle et qu'il n'y avait plus rien. Donc, on était un petit peu joyeux, en fait. Il y avait un soulagement. Il y avait un petit soulagement quelques jours avant le mariage. Mais comme tu l'as dit, en fait, tu es un peu sur ton nuage. Donc, tu t'attends pas à ce genre de nouvelles. Et les 2 semaines ont été très, très compliquées à stresser, en fait, à essayer de prendre des décisions malgré toi, selon ce qu'on va t'annoncer. Parce que tu fais des espèces d'hypothèses, en fait. Tu dis qu'on va t'annoncer... tu supposes. Donc moi j'avais dit à mon mari, quoi qu'elle m'annonce, en fait, si j'ai le choix entre une opération et une chimiothérapie, j'ai pas envie de faire de chimiothérapie, donc j'enlève ma poitrine et on n'en parle plus. Donc voilà, c'est un peu lunaire parce que du coup t'es là à prendre des décisions sur des choses qui sont pas réelles en fait au final. Tu te prépares au mieux que tu peux. T'envisages les hypothèses et tu dis si jamais c'est comme ça, je ferai plus ça, etc. Ça. Il y a aussi autre chose que bien sûr tu t'y attends pas quand tu viens de te marier et que derrière tu penses pas avoir des résultats médicaux qui sont pas joyeux. Mais en plus de ça, il y a que t'es jeune. Exactement. En fait, et que t'avais donc 31 l'année dernière. J'avais 31 ans, ouais. Voilà. Quand je l'ai su, j'avais 31 ans. Est-ce que tu saurais nous dire comment ton mari il a réagi à ça? Mal. Il s'y attendait pas non plus et un petit peu comme moi, en fait, il est retombé de très très haut. On était sur notre nuage et en fait, d'un coup, tu t'attends à ce que ta vie soit plutôt belle jusqu'à tes 50, 60 ans et qu'à partir de 60 ans, tu as des problèmes. Là, on était jeunes mariés, on n'avait pas envie de penser à ça. Et donc, pas très très bien, très honnêtement. Mais il est assez rationnel dans sa manière de réfléchir. C'est que pour lui, c'est que tant qu'un diagnostic médical n'avait pas été vraiment concret... Oui, il attend de voir. Voilà, il attendait, il y réfléchissait pas autant que moi. Okay. Par contre, il était là, quoi. Le soutien, il était là. Je lui ai même dit, si tu veux qu'on divorce parce que t'as pas envie de te lancer là-dedans, il n'y a pas de problème. Enfin, je t'en voudrais pas, quoi. Je le prendrais pas mal. Il m'a dit, la seule réponse qu'il m'a dit, c'était conne, quoi. Donc, je savais que, quoi qu'il arrive, il aurait été à mes côtés. Donc, ayez un Pascal dans votre vie, c'est très important. Et puis surtout, ça montre aussi que
comme tu disais juste avant le mariage, tu disais bon bah j'ai juste une petite boule de graisse ou un truc, quelque chose. Ça. En fait, dès que vous sentez quelque chose, allez tout de suite à l'hôpital, faites une échographie. Oui. Faites, et homme ou femme d'ailleurs, peu importe ce qui se passe, c'est que dès que vous sentez un truc qui est pas normal dans votre corps, même si on a toujours l'impression que c'est pas grand chose, il faut aller voir, faut aller vérifier et tout, quoi. On a tendance à se dire que quand on est jeune, on est intouchable et que c'est des choses qui n'arrivent qu'à des personnes qui ont 50, 60 ans. Le cancer du sein, en général, c'est sur des femmes qui ont 50 ans que ça commence à se déclencher. Moi, la masse que j'ai sentie dans ma poitrine, c'était pas normal. Je l'avais jamais vue avant, je l'avais jamais sentie avant. Elle te faisait pas mal? Non, j'avais aucune douleur. C'est pendant ma douche, en fait, je me savonnais, j'ai passé ma main dessus et j'ai senti quelque chose de dur, en fait, qui était pas là avant. Donc, je me suis pas alarmée tout de suite, mais je savais que c'était pas normal. Donc, c'est pour ça que j'ai fait les analyses derrière, mais faut pas laisser traîner, quoi. Ok. Et donc, du coup, tu fais les analyses, donc on est 12 jours après, t'attends 15 jours à peu près, t'as dit, pour... ça, Et donc là, on t'annonce quoi? Alors, fin juin, du coup, 2024, je vois une chirurgienne à Léon Bérard, en fait, qui m'annonce que j'ai un cancer de stade 3 et que du coup, bah, on va m'appliquer tout le protocole pour les femmes dans mon cas, donc c'est-à-dire une ablation du sein, une chimiothérapie et de l'hormonothérapie pendant 5 à 10 ans derrière. Ok. Et elle demande en complément en fait une IRM mammaire et elle me prend des rendez-vous avec une gynécologue pour parler du coup de tout ce qui s'apparente à faire des enfants parce que du coup quand tu as un cancer c'est un petit peu différent et du coup avec un oncologue pour voir si on fait d'abord la chimio ou d'abord l'opération. Donc j'avais rendez-vous début juillet, le 1er juillet en fait, j'avais rendez-vous avec l'oncologue qui allait me parler de ça justement. Donc et est-ce que parce que c'est vrai que ça on le sait pas, j'imagine que c'est selon les maladies, mais avoir un cancer du sein, ça empêche pas forcément d'avoir des enfants. Non, ça empêche pas d'avoir des enfants. Par contre, la chimiothérapie peut avoir des effets sur du coup tes ovules en fait. Donc le rendez-vous avec la gynécologue, c'était un petit peu plus en prévention pour me demander si je voulais prélever des ovules, les congeler pour... et connaître tes projets aussi, exactement. Si tu voulais des enfants, si tu veux... Exactement, connaître mes projets, vu qu'en plus on était jeunes mariés, c'était plutôt logique en fait sur ces questions-là. Donc voilà, on me demandait si je voulais garder des ovules pour après la chimiothérapie, en fait, pouvoir quand même enfanter. Donc ouais, ils préconisent quand même de... mettre de côté, on va dire. Oui, parce que ça détruit les ovules et ça fragilise en fait. T'as plus de galères à avoir des enfants derrière. Donc voilà, ils préconisent ça pour les femmes jeunes du coup. D'accord. Et ça nous mène du coup début juillet où j'ai eu mon rendez-vous avec l'oncologue. Entre-temps, il m'avait demandé... Non, c'était après. Vas-y, je t'en prie. C'était après. Donc j'ai mon rendez-vous 1er juillet avec l'oncologue, qui me dit qu'après l'IRM en fait, que j'ai faite, ils se sont rendus compte que c'était plus un stade 4 qu'un stade 3. Entre-temps, j'avais fait aussi un TEP scan pour vérifier, et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses un petit peu suspectes dans mon foie. Donc que pour eux, c'était plus un stade 4 qu'un stade 3. Et que tout le protocole qu'ils m'avaient annoncé d'ablation, de chimiothérapie et d'hormonothérapie ne se passerait pas comme ça. Et c'était en lien, du coup, ce qu'ils ont vu dans le foie ou c'était... Alors, il m'a demandé une biopsie du foie pour vérifier, justement, parce qu'il ne savait pas si c'était des métastases du cancer du sein dans le foie ou si c'était ou si c'était un cancer du foie et un cancer du sein. Donc, du coup, ils m'ont demandé cette biopsie-là pour vérifier ce que c'était. Et donc, sur les résultats, c'était bien des métastases du cancer du sein dans le foie. Donc, on est passé d'un stade 3 à un stade 4 métastatique. Et du coup, c'était un petit peu plus compliqué à gérer. Donc, c'était un petit peu bizarre comme période, parce qu'on est passé de stade 3 opération, et donc on s'était fait une idée de ce qu'allaient être mes prochains mois, à stade 4 métastatique. Et du coup, le mot le plus difficile que j'ai eu à entendre, c'est incurable. Ah oui. En fait... il dit ça au début de l'été, là? Il me dit ça le 1er juillet. Ouais, c'est ça. Il me dit ça le 1er juillet, il me dit que voilà, c'est pas un stade 3, que ça va très très vite, que ça prend énormément de place dans mon corps assez rapidement. Et que du coup, en fait, maintenant que c'est un stade 4 et qu'on a des métastases dans d'autres organes, la chimiothérapie et l'opération ne servent plus à rien. Parce que même si on m'enlève le sein, c'est ailleurs, donc ça sert à rien en fait.
Et donc, il préconise plutôt une hormonothérapie tout de suite, qui permet en fait de limiter la casse, on va dire. Mais que de toute façon, il fallait que je vois cette maladie-là maintenant comme une maladie chronique, au même titre qu'un diabète ou que... quelque chose avec laquelle tu vas vivre. Exactement, quelque chose dont je ne guérirai jamais. Il n'y a pas de rémission possible dans mon cas. Et que le but, en gros, c'est de me maintenir en vie le plus longtemps possible en prenant un traitement. Ok, et donc là, tu apprends ça, il existe des choses, tu veux forcément savoir tout de suite qu'est-ce qu'il faut faire. Bien sûr. Du coup, l'avantage, entre guillemets, de tomber malade en 2025, c'est que le cancer du sein, il est assez répandu. Et du coup, il y a énormément de traitements possibles. Donc, pour le moment, on n'est pas alarmé. La première question que je lui ai posée, c'est est-ce que mes jours sont comptés? Parce que c'est le premier truc que tu veux savoir. Il m'a dit que pour le moment, non. Il n'y avait pas de risque tout de suite. Mon mari lui a demandé combien de temps il me restait à vivre. Et c'est là qu'il a dit qu'il ne savait pas. Que ça pouvait être 2 ans comme ça pouvait être 50 et c'est pas le cancer du sein qui me tuera. Que ça dépendait surtout de comment mon corps réagit au traitement qu'on va me donner. C'est que si l'hormonothérapie qu'on me donne est efficace pendant 5 ans, 10 ans, c'est pas le cancer du sein qui me tuera. Par contre, si on voit qu'au bout de 6 mois, mon corps ne réagit plus au traitement et qu'on me le change assez régulièrement, ça veut dire que mon corps ne réagit pas au traitement qu'on me donne et du coup, c'est le cancer qui gagnera et mon espérance de vie est moins longue, quoi. Donc là, à l'été, pendant l'été, tu vas commencer un traitement à partir de quand, du coup? Le jour même. Ok. Il m'a dit, il ne faut pas perdre de temps. Ouais, hormonothérapie. Hormonothérapie, donc tu n'es pas passé par la chimio du tout? Non, pas du tout. Je n'ai pas eu de chimio parce qu'en fait, je pense que dans mon cas, étant donné que la maladie se répandait assez vite, faire une chimiothérapie ou une opération, ça engendrait de ne pas prendre de traitement. Et du coup, si tu ne prends pas de traitement, la maladie se répand un petit peu plus vu que les métastases sont dans d'autres organes. Un des avantages que j'ai, c'est qu'étant donné que c'était des métastases du cancer du sein, le même traitement est efficace sur la tumeur que j'ai dans la poitrine et sur les métastases qui sont dans les autres organes. Donc, le même traitement, en fait, est efficace pour tout. Donc, c'est un des avantages que j'avais. Et la deuxième petite chose un petit peu compliquée en plus du fait que c'est incurable, c'est qu'en fait, il m'a annoncé que je ne pourrais jamais être maman. Puisque le traitement hormonal que je prends, en fait, nécessite de me ménopauser de manière précoce. Puisque mon cancer réagit bien aux hormones, on lui coupe ses hormones, donc on coupe tout ce qui s'apparente à des hormones féminines. Et du coup, ça, il te le dit pareil en tout début de traitement, c'est que si on commence, c'est fini, il faut... C'est ça, c'est le jour même. Le jour même, il m'a dit, à partir de maintenant, c'est un cachet tous les jours d'hormonothérapie, une piqûre tous les 28 jours pour, du coup, me ménopauser, et un cachet toutes les 3 semaines, tous les jours pendant 3 semaines, en fait, de chimiothérapie orale, en fait. Et du coup, parce que tu dis tous les 28 jours pour te ménopauser, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu es obligé de faire jusqu'à la vraie ménopause? Tout à fait, oui, c'est ça. Donc en fait, oui, ils empêchent... C'est ça. Mais on ne peut pas la déclencher totalement, mais on doit... Non, oui, voilà, c'est une fausse ménopause, en fait. Mais du coup, qui coupe les hormones dans mon corps et qui permet à la tumeur de ne pas se nourrir, en fait, de ça. Et du coup, parce que tu m'avais parlé d'un truc où tu avais aussi un souci avec tes défenses immunitaires. Oui. C'est l'hormonothérapie qui a créé ça ou Oui, c'est ça. En fait, le cachet que je prends, ils appellent ça des cures, en fait, de traitement. C'est 3 semaines par mois. Donc, j'ai 3 semaines de traitement tous les jours, 1 semaine de pause et je reprends 3 semaines. Et en fait, ce cachet-là, c'est un booster de la chimiothérapie. Et en fait, c'est celui qui est le plus dur à encaisser, c'est que ça tue mes défenses immunitaires, en fait, ça tue mes globules blancs. Et ça me met en phase d'immunodépression tous les mois. Et du coup, tu es super fragile, même par rapport à l'environnement et tout ça. C'est ça. Il y a plein de choses que j'ai plus le droit de faire. C'est ça. Du coup. Tu peux donner 2-3 exemples, du coup? Je peux plus prendre les transports en commun, par exemple. Déjà, ça, c'est interdit. Tout ce qui est confronté à la foule, en fait. Exactement. Il faut que j'évite les centres commerciaux trop bondés. Faut que je fasse attention l'hiver à toutes les bactéries, tous les microbes, tous les virus, parce que du coup, une potentielle grippe peut me tuer, en fait. Si j'ai pas de défense immunitaire. Pour donner un ordre d'idée, alors c'est des chiffres, mais normalement, les globules blancs sont censés être entre, je crois, 1,50 et 3,50, quelque chose comme ça. Moi, je suis en dessous de 1,50 tout le temps. Et ça peut baisser en dessous de 1, ça peut aller en dessous de 0,5. Et par contre, si ça va en dessous de 0,5, faut que je me fasse hospitaliser pour qu'il m'injecte des défenses immunitaires. Mais en général, à la fin de la cure des 3 semaines, je suis en dessous de 1.
Donc c'est un peu compliqué. Et la semaine semaine de pause, voilà, c'est ça, sert à renflouer un peu les caisses, entre guillemets, de globules blancs. Donc en fait, tu as en gros une semaine par mois où tu es tranquille, au niveau traitement, je veux dire. Exactement. Et comment tu te sens différemment à la fin des 3 semaines et à la fin de la semaine de repos? Alors ça dépend. Ouais. C'est pas du tout la même chose depuis le début du traitement. Là, ça va faire 1 an à peu près. Tu peux dire où t'en es là, dans les 3 semaines, ou t'en es où là? Là, je suis en pause. Okay. Cette semaine, je suis en pause, mais là, c'est un peu compliqué en ce moment. Okay. En fait, depuis juillet de l'année dernière, j'ai des effets secondaires assez différents en fait, sur mes cycles. Je pense que c'est un des gros problèmes de ce cachet, c'est qu'il n'y a pas d'accoutumance en fait. Okay. C'est pas plus ça va et mieux tu le sens. Ton corps ne s'habitue pas. Alors, tant mieux d'un côté, parce que ça veut dire que du coup, c'est efficace sur les cellules cancéreuses. Mon corps ne s'habitue pas à ça. Oui. Donc, mais par contre, au début, tu vois, j'avais quelques nausées, j'avais des bouffées de chaleur liées à la ménopause. Là, j'ai plus du tout de bouffées de chaleur. Des nausées, j'en ai plus trop. Par contre, la fatigue est récurrente. C'est quelque chose qui revient assez souvent. Est-ce que il y a plusieurs jours, par exemple, la première semaine, ça va à peu près, et que tu le sens au bout de combien de temps, en fait, que ça commence à être difficile? En général, les 2 premières semaines, ça va. C'est la dernière qui est... C'est la dernière semaine qui est assez hard. Okay. Et les 2-3 premiers jours de la semaine de pause, parce que du coup, c'est le moment... Voilà, c'est le temps de se remettre. Et en général, à la fin de ma pause, je suis plus en forme. Prête pour attaquer. Prête pour attaquer, c'est ça, exactement. Mais ça, c'est pareil, ça dépend des mois. Ça dépend si j'ai fait beaucoup de sorties, je suis plus fatiguée que d'autres moments. Okay. Si je suis tombée malade aussi, parce que du coup, je reste quand même une usine à microbes, on va dire. Donc c'est vrai que cet hiver, je suis restée malade pendant 2 bons mois et demi, où j'ai enchaîné grippe, et du coup, COVID. parce que t'as pas le droit de prendre tous les traitements que nous, on peut prendre d'habitude. J'ai rien le droit de prendre. C'est ça. Donc en fait, t'es livré à toi-même, ton corps qui doit se défendre tout seul, en fait. J'ai le droit du paracétamol. Okay. C'est le seul truc auquel j'ai droit, c'est ça. Comme pendant le Covid, quoi. Exactement. Après, si vraiment ça va pas, le point important, c'est de pas avoir de fièvre. À partir du moment où j'ai de la fièvre, il faut que j'appelle mon infirmière et elle me dit quoi faire. Donc en général, c'est un petit aller-retour là-bas. J'ai pas encore eu le droit à ça, donc tant mieux. Ok, c'est bien, parce qu'en 1 an, t'as eu le temps de l'avoir, mais du coup, ça s'est pas produit, tant mieux. C'est ça. J'ai été malade plusieurs fois, mais j'ai jamais eu de fièvre. Ok. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, oui, le paracétamol pour essayer de faire baisser un petit peu si jamais. Mais sinon, il faut que j'aille voir un médecin et c'est lui qui me prescrit, mais j'ai rien le droit d'autre. Les antibiotiques, c'est interdit. Donc l'hiver, c'est un petit peu compliqué à gérer. Ça va mieux depuis le début du printemps, parce que c'est un petit peu plus safe en termes de microbes. Et t'as pas... Parce que tu me dis ça, par exemple, moi j'aurais peur d'aller chez le médecin, parce que c'est tout bête, mais t'es dans la salle d'attente, ils sont tous malades. Ouais. Donc t'es aussi confronté à ça, le fait d'y aller et tout. En fait, t'es confronté à ça partout. Ouais, je suis souvent à la pharmacie parce que j'ai souvent besoin d'aller commander mes médicaments, mais à la pharmacie, les gens, en fait, ils sont souvent malades. Et puis si c'est pas toi, ton mari sort aussi, il revient, il peut... c'est ça, il va au boulot quand même. Il a du télétravail, mais il va au boulot, donc il fait attention quand il revient du travail. Bien sûr. Et les 2 fois où je suis tombée malade, c'est parce que lui est tombé malade et du coup il me l'a refilé. Okay. Je pense que c'est un peu ça. C'est pas cool. Non, c'est pas cool, mais bon. Mais bon, c'est une habitude à prendre. Après, j'ai pas encore assez de recul sur la gravité des globules blancs bas, parce que je suis jamais vraiment tombée malade gravement. Donc en fait, ce que tu as ressenti vraiment on va dire en souffrance, alors je parle pas du psychologique, juste vraiment le physique, c'est que tu as été très fatiguée et un peu malade donc cet hiver, mais comme tu pourrais enchaîner les grippes, on va dire. J'ai senti que j'étais malade plus longtemps que l'année dernière. Ouais, parce qu'il y a un corps qui a plus de mal à se remettre. C'est ça. Mais par contre, t'as pas senti de choses inhabituelles, c'était juste plus long et plus difficile. C'est ça. Mais t'as pas eu de... Non, pour ça va. Ouais. En termes de maladie, c'était juste plus long, comme tu as dit. Voilà. La fatigue, par contre, je sens que c'est très compliqué. Ouais. C'est beaucoup plus qu'avant, surtout quand tu es jeune. En fait, tu as l'habitude d'être toujours actif, de faire plein de trucs. Là, je sais qu'il y a des jours où mon corps, je peux pas me déplacer, quoi. Ouais. Et il y a autre chose aussi, c'est que ça doit jouer, j'imagine, que le fait que t'aies pas 50 ans, justement, et que tu as un corps qui se remet plus vite que si tu avais 50 ans. Et même s'il a perdu en défense, etc., mine de rien, on se remet pas pareil. Non, on se remet carrément pas pareil. Et il y a des effets secondaires liés aussi à la ménopause, parce que c'est pas anodin d'être ménopausée à 32 ans, mine de rien. Donc j'ai des réactions cutanées, j'ai eu du psoriasis à cause de ça, j'ai les bouffées de chaleur, mais bon, ça s'est passé. Mais de la faiblesse musculaire aussi. Ça, c'est beaucoup plus qu'avant. Je sens que j'ai repris le sport, c'est pas pareil qu'avant. J'ai moins de force, j'ai moins de
J'ai moins de patates, ok. des douleurs articulaires aussi, assez fréquentes. Et du coup, donc là, en fait, t'es à pratiquement 1 an, on va dire, de traitement, ce sera au début de l'été, quoi. C'est ça. Et du coup, t'es dans un truc qui va rester comme ça, donc à peu près tout le temps. Là, c'est toute ta vie, c'est 3 semaines, 1 semaine? Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu as un autre contrôle? C'est-à-dire, tu as un contrôle régulièrement tous les 6 mois ou tous les 1 an pour voir l'évolution? Ah, tous les 3 mois. Ouais, j'ai un scanner tous les 3 mois. J'ai une prise de sang tous les mois. Okay. La prise de sang, elle détermine si je reprends la cure ou pas, en fait. Ça, tu le fais en laboratoire, oui, ça, je le fais en laboratoire. C'est juste ce qui détermine si je peux reprendre mon cachet ou si j'attends encore un petit peu plus que les globules blancs remontent. Et tous les 3 mois, j'ai un scanner et un rendez-vous avec mon oncologue pour voir où ça en est. Okay. Et jusqu'à maintenant? Ça va. Ouais, je me bats bien. C'est cool. Très bien. Je fais reculer la maladie, donc c'est plutôt cool. Ouais. Je disais, j'ai gagné 2024. Donc là, 2025, ça va aussi plus ou moins. Les marqueurs de cancer descendent. Okay. Donc ça aussi, c'est tous les mois sur la prise de sang, on voit les marqueurs du cancer. S'ils descendent, c'est que c'est plutôt positif. Donc on essaie de garder ça au plus bas possible. Et du coup, les métastases ont baissé dans mon foie. La tumeur a baissé de moitié dans ma poitrine. Trop bien. J'ai aussi fait 5 séances de radiothérapie pour éradiquer entièrement la tumeur dans la poitrine. Ça s'est plutôt bien passé et je la sens plus. Donc c'est déjà bon signe. Et du coup, par rapport, c'est souvent il y a des choses héréditaires, tu sais, dans les familles avec les cancers, tout ça. Les médecins ils nous demandent toujours est-ce qu'il y a des antécédents dans la famille, tout ça. Et là, c'est pas du tout lié à ce que ta mère a eu en fait. Pas du tout. C'est-à-dire que t'étais pas porteuse à la base? Absolument pas. T'as fait le test pour le BRCA1. Exactement. Il y a un gène qui s'appelle le BRCA1. C'est celui qu'on va, en fait, on va aller voir si la femme est porteuse ou pas de ce gène-là pour déterminer s'il y a possibilité de risque d'avoir un cancer. C'est ça, exactement. En fait, un des premiers trucs qu'ils m'ont dit quand ils ont vu que j'étais malade à cet âge-là, c'est qu'il y avait 99% de chances que ce soit génétique. Ouais. Étant donné qu'en plus ma maman est suivie à Léon Bérard, en fait, ils se sont dit que voilà, c'était forcément logique entre guillemets. Donc ils m'ont préconisé les tests d'oncogénétique. Moi, ils n'ont pas vérifié que le BRCA1, ils ont vérifié 13 gènes différents qui sont tous plus ou moins liés au cancer du sein et au cancer des ovaires, parce que du coup, c'est lié avec. Et en fait, il n'y a aucun gène qui ne va pas. Donc c'est une vraie malchance, pardon. C'est ce qu'elle m'a dit, c'est la faute. C'est ça. C'est la faute à pas de chance, ça m'est tombé dessus, comme ça aurait pu tomber sur n'importe qui. Okay. Ça a été assez dur à encaisser que ce soit pas génétique, très honnêtement, parce que du coup, quand c'est génétique, tu te dis un peu que tu n'y es pas pour grand-chose en fait, c'est la vie, c'est comme ça t'est tombé dessus. Par contre, quand on te dit que c'est pas génétique, t'essayes de chercher la raison en fait. Comment ça se fait que ça me tombe dessus? Pourquoi en fait, voilà, c'est ça. Et mon oncologue m'a expliqué qu'il y avait en 2025 malheureusement plein de facteurs différents, que ça pouvait venir du coup de l'environnement, que ce soit de l'air qu'on respire, de l'eau qu'on boit, de la pollution, mais aussi de ce qu'on mange, la nourriture, les édulcorants dans les boissons, le diabète aussi, et que du coup le mode de vie ça joue énormément. Le fait de faire du sport, le fait de... voilà. Ça me fait aussi la transition, parce que là, c'est aborder juste la partie médicale et ce qu'il faut faire physiquement, pratiquement. Et du coup, voilà, il y a aussi une manière donc, de l'aborder qui est de comment tu vas penser la chose et comment tu vas philosopher avec tout ça. C'est ça. Et donc, on parlait tout à l'heure de la chaîne, donc tu me disais que c'était un peu dans la foulée, c'est que c'est arrivé que du coup, tu as lancé ta chaîne pendant l'été. C'était à la fin de l'été Le jour même. Ah, mais le jour du traitement, là? Ouais. Ah ouais. En fait... En fait, avec mon frère, on avait l'idée de faire la chaîne. Ouais. Parce que donc t'es fan de K-pop. Ouais, c'est ça, exactement. Et ça faisait quelques temps en fait que j'avais envie de faire, de parler de ça en fait sur les réseaux, de faire des vidéos react en fait à la K-pop. Et j'ai jamais osé. J'étais toujours à me dire qu'est-ce que les gens vont penser de moi, machin, si ça marche pas, ce genre de choses. Et par rapport à l'image aussi un petit peu, Oui, par rapport à l'image aussi, parce que j'ai jamais forcément eu confiance en moi, j'ai jamais forcément aimé l'image que je renvoie, et du coup, se filmer et se mettre en situation, en fait, ça t'expose aussi à ton regard sur toi-même. Bah bravo pour aujourd'hui, du coup. C'est beau ce que tu fais. C'est gentil. Mais du coup, quand ma maman est tombée malade, j'ai eu aussi ce changement par rapport à ça, où je me suis dit, la vie, elle est courte en fait. Pourquoi je me prends la tête à me poser des questions sur des choses, j'en sais rien. Peut-être que les gens, ils vont bien aimer. Et puis même si les gens aiment pas, en fait... C'est pas une catastrophe. C'est pas une catastrophe, c'est pas grave. Donc, on avait déjà l'idée de le faire.
Sauf qu'il y avait le mariage, donc on s'était dit avec mon frère, on laisse passer le mariage. On s'occupe d'abord de ça. On s'occupe d'abord de ça, et après on aura l'esprit tranquille et on le fait. Sauf que... Manque de bol, du coup, il s'est passé ça. Et le 1er juillet, en fait, on avait prévu à la base de filmer. De tourner, ouais. Voilà, et de tourner notre première vidéo. Et en fait, je suis rentrée à la maison et mon frère m'a dit « Écoute, si tu te sens pas, si tu as besoin de temps, si tu n'as pas envie parce que tu as envie de te concentrer sur toi, prends ce temps-là, on n'est pas obligé de le faire. Et je lui ai dit « Tu sais quoi, on va le faire. Parce que si je suis plus là dans 6 mois, en fait, ouais, tu préfères... J'ai perdu mon temps à rien faire, c'est un rêve que... C'est quelque chose que tu avais envie de faire, donc en fait, autant faire ce que j'ai envie de faire tout de suite. Exactement. Et en fait, je suis arrivée à un stade de ma vie où maintenant, c'est one life. Mais ça, c'est au même titre que chacun d'entre nous. J'aurais pu traverser la rue ce jour-là, me faire écraser par une voiture et mourir. Ça revient au même, en fait. Cette date de péremption, on l'a tous. On a tendance à penser quand on est jeune qu'on est intouchable et que jamais rien va nous arriver. Et cette fameuse phrase de « j'ai toute la vie devant moi ». Mais en fait, c'est pas vrai. On n'a pas toute la vie devant nous. On a le temps qu'on a. Et il faut pas perdre de temps à se mettre des barrières, à avoir peur de la réaction des gens ou d'avoir peur de ce que va penser un tel ou un tel, ou la famille, tu sais. C'est souvent des trucs les premiers. Mais qu'est-ce que va penser ma famille que je fais ça, quoi. Que tu t'affiches, que tu parles de ça. Que je m'affiche, voilà, c'est ça, exactement. Mais en fait, on s'en fout. Ouais. Si on a envie de faire un truc, on le fait. Ça marche pas, c'est pas grave, en fait. Il faut suivre ses rêves. On est éduqué un petit peu avec cette honte, c'est-à-dire avec l'image qu'on va renvoyer, ne serait-ce que quand on sort dans la rue, de bien s'habiller, de faire attention à ce qu'on dit, la politesse, etc. Exactement. Et ça renvoie forcément à si on fait un truc de travers, c'est la honte par rapport à comme les autres vont me regarder, m'écouter, etc. Et on transporte ça jusqu'à plus tard et on y pense comme ça. Mais qui détermine le seuil de honte, en fait? Personne. Si t'as envie de mettre un t-shirt rouge parce que t'as envie de mettre un t-shirt rouge, tu t'en fiches. Pas rouge, mais... Pas rouge, quand même. Et donc tu lances ta chaîne. Et alors, t'as pas juste lancé ta chaîne, c'est-à-dire que vous avez multiplié les vidéos. Ouais, on est parti sur les chapeaux de roue. Ouais, c'est quoi? C'est tous les 15 jours ou toutes les semaines, 15 jours? Au début, c'était toutes les semaines. Ouais. Là, on est plus sur une vidéo toutes les 2 semaines. Parce qu'on a un petit peu moins de temps et moins d'énergie aussi. Okay. Ce début d'année n'a pas été tendre avec moi, très honnêtement. J'ai les effets secondaires de fatigue qui sont beaucoup plus violents depuis la radiothérapie. Donc on essaye d'y aller un petit peu plus doucement. Le rythme devrait s'accélérer pour cet été, donc on espère. Mais voilà, on le fait avant tout pour le kiff, en fait, tu vois. Après, il y a, par rapport à ce que tu disais de est-ce que je le fais maintenant, machin, souvent les médecins le préconisent aussi. On sait les effets du bon moral sur la maladie et que ça peut jouer. On a une élève en cours, tu vois, qui a une maladie et tout. Et en fait, c'est le premier truc qu'elle a dit, c'est au contraire, je vais multiplier les cours de danse, le sport, tous ces trucs-là. En fait, c'est l'occasion de mieux vivre, en fait. Bien sûr, il faut continuer à vivre, en fait. C'est un des premiers trucs que mon oncologue m'a dit. C'est, en fait, étant donné que ça va être considéré comme une maladie chronique, il faut que votre vie, elle reprenne son cours. Il faut que vous arriviez à vivre avec et à faire avec, en fait. À faire comme si tout allait bien. C'est une des choses que mon mari m'a dit aussi. Il m'a dit, ça change rien à notre vie, en fait. C'est un petit peu plus chiant parce qu'il y a un traitement, parce qu'il y a des prises de sang, parce qu'il y a des piqûres. En fait, c'est des nouvelles routines à mettre en place. Exactement. Et du coup, c'est ça. C'est prenant, quoi. Et du coup, ta famille, comment ça s'est passé? Parce que ta mère, qui déjà est malade, voilà, elle apprend que sa fille est malade. Mal. Ouais. Elle l'a très mal pris parce que mes parents ne vivent pas en France, en fait. Et ma maman est retournée en Turquie, en fait, la veille de mon rendez-vous. La veille où j'ai appris que j'avais quelque chose de mal, quoi. Ok. Donc elle arrive là-bas et... Elle arrive là-bas, elle apprend ça, elle culpabilise de ne pas être près de moi à ce moment-là. Elle culpabilise parce qu'on me dit que c'est potentiellement génétique et qu'étant donné qu'elle a été malade, pour elle c'est de sa faute parce que c'est elle qui était porteuse de ce... Donc elle s'en veut. Elle s'en veut énormément. Ma maman, comme je l'ai dit, on a une relation très très fusionnelle, donc ne pas être là pour moi et en plus penser que c'est de sa faute, en fait ça l'a dévastée. Mon papa est un petit peu plus pudique sur ce qu'il ressent, donc je sais que ça lui a fait de la peine. Bien sûr. Mais on n'en a jamais trop parlé. Mais c'est vrai que ma maman, voilà, elle est très très affectée par ce qui m'arrive, surtout au début, parce qu'elle s'inquiétait de comment j'allais moi le vivre, en fait, surtout. Maintenant qu'elle voit que je le vis plutôt bien, ça va un petit peu mieux. Et Vae, pareil, Vae, c'est une des personnes... mon frère, mon grand-grand frère, avec qui je fais la chaîne Judan Devi, justement.
En fait, il me connaît, c'est une des personnes qui me connaît le mieux sur Terre, je pense. Donc, il m'a juste mis une tape sur l'épaule et il m'a dit « T'inquiète, ça va aller, tout va bien se passer. » Donc, globalement, ça va. Est-ce que tu penses qu'il y a... J'imagine qu'ils ont été des soutiens extraordinaires tous, Oui. pour les connaître un peu, voilà. Mais est-ce que tu penses que ça a changé la donne ou est-ce que tu savais que tu avais aussi quand même cette force d'avancer quand même toute... Alors, je ne veux pas dire sans ton mari, parce que ça, c'est... Voilà. Mais la famille, tu vis plus avec eux. Oui. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment... Ça a joué dans la balance de savoir que tu es entouré même à l'extérieur, quoi? Oui, en fait, c'est toujours mieux d'être soutenu et d'être entouré. Toutes les personnes qui sont mortes de maladie, malheureusement, c'est des gens qui se sont laissés mourir parce que la solitude, de penser que tu n'as rien à faire sur cette planète parce que de toute façon, tu manqueras à personne. Moi, j'ai un tempérament fort de base et je sais que même si j'avais été seule, je m'en serais sortie. Je ne suis pas le genre à me laisser mourir ou à me laisser abattre ou... en fait, au contraire, je suis plus combative. Le fait d'avoir des gens autour de moi, ça m'aide. Par contre, alors j'ai pas envie d'être arrogante en disant ça, non, mais j'ai besoin de personne pour avancer en fait. Ouais. J'ai jamais eu besoin de personne pour avancer. Mais c'est important. Même quand j'étais seule, j'arrivais à avancer et je me suis toujours relevée en fait des épreuves que j'ai eues dans ma vie. Donc là, à l'heure actuelle, je suis comblée parce que j'ai un mari fantastique. Par contre, même si j'avais pas ce mari fantastique, je me serais pas laissée mourir par la maladie. Oui, ça aurait été une autre manière de l'aborder. C'est ça, ça aurait été peut-être plus difficile parce qu'au quotidien, bah, du coup, il est là pour moi, il m'aide beaucoup. Quand je suis fatiguée, il prend le relais sur les tâches ménagères ou sur la nourriture, sur plein de choses. Ouais. Il est même mieux renseigné que moi sur le sujet du cancer du sein parce qu'il utilise les forums pour les femmes. Enfin, vraiment, c'est un soutien incommensurable au quotidien. Et je l'en remercie pour ça parce que sans lui, je pense que je galérerais un petit peu plus. Ouais. Mais je ne me serais pas laissée mourir pour autant et j'aurais quand même continué d'avancer. Donc, c'est très important d'être entourée. Par contre, en fait, personne ne peut se battre à ma place. C'est ça. La maladie, elle est dans mon corps. Et en fait, je peux avoir le soutien, je peux avoir 5000 personnes qui me soutiennent. Si moi, je ne suis pas prête à me battre, le soutien des gens, il ne marchera pas, en fait. Donc, c'est important, mais c'est surtout important d'accepter, en fait, d'être malade. C'est pas grave d'être malade, c'est la vie, c'est comme ça. Tout le monde t'aide à avancer, mais... t'es obligé de faire toi le premier pas en fait, bah, pour déclencher la marche. Et puis les jambes, c'est moi qui les ai, donc c'est à moi d'avancer vraiment en fait. Et puis il y a autre chose qu'on n'y pense pas souvent, c'est que quand on t'annonce une maladie, donc toi tu dois vivre avec ça, toi tu dois changer tes routines, etc. pour que tout aille bien, et voilà. Sauf qu'il y a aussi que tu dois l'annoncer à ceux que t'aimes, ce qui est très difficile, et en plus de ça, tu sais toi, en étant avec eux, tu sais que ton mari est inquiet. Oui. Tu sais que tes parents sont inquiets, tu sais que ton frère est inquiet, donc tu as ça aussi à porter quand même. Parce qu'eux, ils ont leur inquiétude, ils ont tout ça, ils portent ta maladie aussi avec eux, mais toi, tu as ça en plus, c'est-à-dire que tu n'as pas que ta maladie. C'est que tu as aussi leur inquiétude, tout ça, donc c'est très difficile. C'est pour ça, faites le plus possible, allez vérifier régulièrement, parce que il peut y avoir n'importe quoi, et des fois on ne sait pas, ça ne se manifeste pas forcément. Non, bah non. Et souvent, quand ça se manifeste, c'est trop tard. Ouais, c'est ça aussi, c'est que... Ouais. Bah, moi, potentiellement, en 2 mois de plus, si j'étais pas allée faire mes analyses, je serais peut-être plus là aujourd'hui, en fait, vu la rapidité à laquelle ça s'est déclenché dans mon corps. Est-ce qu'on t'a annoncé, alors c'est toujours un peu, pardon pour le sujet abordé, mais est-ce qu'on t'a dit que si, par exemple, tu avais fait 2 ans avant, je sais pas, un test de quelque chose, est-ce que tu aurais pu anticiper ça ou J'ai eu aucune réponse de ce type-là, en fait, et j'ai longtemps cherché à comprendre quand est-ce que ça s'était déclenché dans mon corps. Parce que je me suis dit, cette boule, en fait, du jour au lendemain, elle n'est pas arrivée comme ça. Et en fait, je ne l'ai pas senti avant. C'est ce jour-là, spécifiquement, j'ai senti, parce que je me lave quand même tous les jours. Oui. J'ai quand même mon rendez-vous gynécologique tous les ans, donc elle me fait une palpation. Donc tous les ans, en fait, j'allais chez la gynécologue. Et en fait, je n'ai pas senti de moment où c'était différent. Okay. Donc ça s'est vraiment déclenché comme ça, on va dire. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le cancer du sein se déclenche à cause d'un choc. C'est un des premiers trucs auxquels on pense. Donc je me suis demandé si c'était pas à cause de l'annonce de la maladie de ma maman en septembre. Et du coup, peut-être le soulagement qu'elle soit guérie qui est un petit peu accéléré tout ça. Je sais pas trop. Oui, c'est après, on cherche toujours... On sait pas si la vie avait été différente. Est-ce qu'il y aurait eu quand même ça? Est-ce qu'il y aurait eu pire peut-être? On sait pas. Et malheureusement, c'est aussi un peu le hasard de la vie. Les cellules cancéreuses, c'est à un moment donné une cellule qui va développer une cellule cancéreuse
et ça se développe autant que les cellules qui font la vie, en fait. Exactement. Donc ça peut arriver comme ça, et plus on vit longtemps, forcément, plus on a de chances de développer un cancer. Les chocs accélèrent l'arrivée. Et les chocs, voilà. Le stress, plein de choses. On a détecté maintenant plein de choses. Les grandes peurs. Qu'il faut aller vérifier et il faut demander à vos médecins surtout. C'est eux qui vous expliqueront le mieux. Mais du coup, oui, ok. Donc, on peut dire depuis... Pardon. C'est un des trucs les plus difficiles à accepter. C'est un des trucs qui a été le plus difficile pour moi, c'est de pas comprendre. De pas savoir d'où ça vient, de pas savoir depuis quand c'est là, de pas savoir ce que j'aurais pu faire pour éviter ça, en fait. C'est un des trucs les plus durs à encaisser, en fait. Parce qu'une fois que tu l'as, tu l'as. Mais de pas savoir pourquoi, comment et quand, c'est compliqué. Et malheureusement, les médecins ne peuvent pas te dire quand ça s'est déclenché. Ce que tu as fait de mal, entre guillemets. Oui, ils ne peuvent pas te dire la vie que tu as eue quand tu arrives avec une maladie. Il m'a expliqué que c'était un vase qui se remplissait et que certaines fois, il se remplissait plus vite que d'autres moments selon les chocs et les choses que tu as vécues dans ta vie. Et d'un patient à l'autre, ça peut changer. Comme tu disais aussi, il y a autant de cancers que de personnes en fait, différentes. Et voilà. Exactement. Et le mode de vie joue beaucoup quand même. Ouais, c'est ça. Je pense que... Puis c'est cette tendance qu'on a, c'est qu'on veut l'explication de quelque chose qui nous arrive, que ce soit en positif ou en négatif. Après, on a plus tendance à accepter l'inconnu quand c'est de la chance. Mais quand c'est de la malchance, on veut savoir, mais pourquoi déjà, pourquoi moi, etc. Et quand il y a une part d'inconnu, on ne le supporte pas, on veut vite... on veut rationaliser tout ce qui se passe, en fait. Et sachant que l'explication ne changera pas grand-chose. Non, ça change rien. C'est qu'à partir de maintenant et plus tard qu'il faut s'occuper. Mais oui, on veut l'explication, c'est un réflexe. Ouais. En fait, accepter que tu n'auras pas de réponse, c'est la partie la plus difficile. Et une fois que tu l'as fait, ça va un peu mieux. Ouais. Ça va un petit peu mieux. Du coup, donc ça fait 1 an là, on voit aujourd'hui que tu vas bien et que on voit pas en te voyant que tu es malade, tu vois ce que je veux dire? C'est pas, exactement. Donc ça doit être agréable tous les jours aussi pour... tu as l'air de bien aborder la chose en fait. Après, intérieurement, bien sûr, on ne sait pas, mais... J'ai pas le choix, en fait. Ouais. C'est ça qui fait que je suis en vie. En fait, il y a beaucoup de gens qui me disent « Comment tu fais pour être aussi forte? Comment tu fais pour pas le montrer ?» Mais en fait, j'ai pas le choix. Si je fais pas ça, je meurs. Donc, j'ai réfléchi un peu de cette manière-là. C'est que, en fait, c'est soit moi, soit la maladie. C'est soit elle qui gagne, soit moi qui gagne. Et moi, j'ai décidé que c'était pas elle qui allait gagner. Et puis, tu as un exemple qu'on a un peu cette tradition... Parce qu'il y a 20-30 ans, on entendait cancer, c'était fini, tu vois, c'est une personne au bout d'1 an, c'est fini, etc. Et c'était beaucoup les anciens aussi. Bien sûr. Or, en fait, on peut vivre avec un cancer, il y a des cancers beaucoup moins graves que d'autres, beaucoup plus graves, etc., peu importe. Il y a des fulgurances aussi, malheureusement, mais en l'occurrence, il y a tellement de choses différentes. Et c'est pour ça, cancer, ça veut pas dire c'est terminé, c'est fini. Non. Cancer, ça veut dire il faut vivre d'une manière qui fait qu'on va se montrer plus fort que lui, on va lui expliquer comment c'est la vie, et c'est lui qui va s'accoutumer à mon corps et pas l'inverse. C'est un peu ça, c'est ce qu'il faut se dire en fait, et c'est ce que je me suis dit, la phrase que tu viens de dire, elle est très vraie, c'est en fait, je lui autorise à vivre dans mon corps, par contre, je l'autorise pas à m'emmener avec lui. Donc, il vit dedans, il n'y a pas de problème qu'il y reste, si son cocon lui plaît, il n'y a pas de problème. Par contre, moi, je vais pas en rendre un environnement très très agréable pour lui en fait. Donc j'ai un petit peu changé de mode de vie, je mange mieux, j'ai commencé à refaire du sport. Super. J'essaye de faire en sorte que mon corps ne soit pas son havre de paix, on va dire. Et du coup, comment, si jamais tu devais être confronté à quelqu'un, bien sûr que je ne souhaite pas, à ton entourage, tout ça, qui un jour te dit qu'il a ça, est-ce que tu aurais des choses à lui dire pour qu'il aborde T'en as déjà dit beaucoup pendant 1 heure, hein, mais est-ce que tu aurais vraiment un truc de point de départ qui serait important? Parce que toi, tu as été confronté au truc de « oulala, mais qu'est-ce qui m'arrive ?» En plus, tu as fait un ascenseur émotionnel de fou. Donc, est-ce que tu aurais une façon d'aborder, au moins pour commencer la chose, pour que ça puisse aider tout ça? En fait, la maladie, ça ne définit pas qui on est. C'est surtout ça qu'il faut se dire. En fait, tu es une personne, tu as une maladie qui arrive dans ta vie, au même titre que ça aurait pu être une grippe, en fait. Mais la grippe, ça ne définit pas qui t'es. Le cancer, il faut que ce soit la même chose, en fait. C'est pas le cancer qui détermine que je suis Anaïs ou que je suis telle ou telle personne. Donc, faut rester soi-même. Faut pas se morfondre. Faut pas... Alors, c'est dur, hein, ce que je dis, hein, mais... S'apitoyer sur son sort. Faut pas s'apitoyer sur son sort et se dire que pourquoi moi, pourquoi j'ai ça, qu'est-ce que j'ai fait, ou ce genre de choses. En fait, ça ne sert à rien. Comme on l'a dit tout à l'heure, la maladie, une fois qu'elle est là, elle est là. En fait, ça sert à rien d'essayer de comprendre d'où elle vient. Ce qu'il faut, c'est avancer et se battre pour être vainqueur, en fait, tout simplement. C'est ça qui est important, c'est de continuer de vivre sa vie et de ne pas perdre son temps. C'est le truc le plus important, c'est ça. C'est
arrêtez de penser qu'on est intouchable. Arrêtez de penser que parce qu'on est jeune, il peut rien nous arriver. On a la chance, alors en France, je parle, d'être dans un pays où, mine de rien, la médecine est quand même sacrément avancée. Et elle est moins chère qu'ailleurs. Et elle est moins chère qu'ailleurs. Elle est, pour ma part, gratuite parce que du coup, forcément, voilà. On a des médecins qui sont incroyables. Moi, j'ai eu des gens en face de moi, Léon Bérard, qui sont tous incroyables. Mon oncologue, c'est un fou. C'est un visionnaire, le gars. Il sait déjà ce qui va se passer pendant les 10 prochaines années. Donc, on a des traitements qui arrivent. La technologie, elle continue de nous apporter... Et ça évolue sans cesse. Ça évolue sans cesse, en fait. Donc, dans notre malheur d'être malade, on a la chance d'être malade dans une période de la vie, en fait, où c'est quand même assez fort ce qu'on a. Donc, battons-nous, en fait. Comme je le disais tout à l'heure, personne ne peut se battre pour moi, en fait. On me donne les outils pour me battre, mais c'est à moi aussi de prendre les armes et de me dire que la maladie, elle ne gagnera pas. Et j'ai envie de faire des choses. C'est pas ça qui va m'empêcher de faire des choses. En fait, on dirait que ce que tu dis, en dehors du fait de se battre, mais tout le reste que tu as dit, c'est finalement la manière dont on devrait vivre, même avant d'avoir quelque chose. Exactement. C'est-à-dire qu'on dirait que la maladie te fait un rappel et te dit, en fait, vis plutôt comme ça, comme tu aurais dû faire depuis longtemps, enfin, comme on aurait dû faire. Donc, du coup, voilà, les conseils que tu donnes, ils s'appliquent à tout le monde. Voilà, même les gens qui sont pas malades, en fait. C'est ce que j'allais dire, c'est que faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et tu sais que j'affectionne particulièrement le Japon. Et les Japonais, ils ont un petit peu ce mode de vie du côté éphémère de la vie, en fait. La vie est éphémère. C'est pas parce que j'ai... Ils savent qu'ils sont de passage. Voilà, c'est exactement ça. On sait qu'on est de passage. Et même si, tu vois, cette phrase de « on a toute la vie devant nous », ouais, bien sûr qu'on a toute la vie devant nous, peut-être. Par contre, qu'est-ce qui t'empêche de faire les choses maintenant plutôt que dans 20 ans ? Si t'es sûr d'avoir toute la vie devant toi, fais ce que tu veux maintenant, en fait. Et ne te mets pas de barrières inutiles qui te font perdre du temps. Pareil, au niveau des relations humaines, en fait, ça sert à rien de garder près de soi des gens qui sont toxiques ou qu'on n'apprécie pas forcément, ou des gens qu'on rechigne à voir, par exemple. Tu dis ça pour ton frère ? Ouais, mais là, il y a les liens de famille, je peux pas faire grand-chose. T'es obligé. Non, même ça, même la famille, on n'est pas obligé. S'il y a des gens dans notre famille qui sont toxiques envers nous, qui sont pas agréables avec nous, qui nous donnent plus de stress qu'autre chose, mais c'est pas parce que c'est la famille qu'on est obligé de les côtoyer, ces gens-là. Donc, il faut juste ouvrir les yeux, se rendre compte que la vie est belle, mais que la vie est courte, et la vivre à 100% tout le temps, en fait. Si tu te lèves un matin et que tu as envie de faire telle chose, fais-le. Attends pas demain, parce que peut-être que demain, t'es plus là, en fait. Donc, bien sûr. c'est super important. C'est vraiment super important, et pas s'encombrer de choses négatives, néfastes et mauvaises pour soi, en fait, tout simplement. Tu vois, je te connais du coup depuis que t'es petite, mais au début on se côtoyait pas suffisamment parce que j'étais ami avec ton frère. Et du coup, donc je te voyais comme ça et tout. Et c'est vrai que c'est assez spectaculaire de voir ce que tu fais aujourd'hui. Parce que pour le coup, je t'ai toujours connu comme la petite dernière, la petite sœur, tout ça. Mais du coup, aujourd'hui, t'es une femme que je trouve exemplaire de cette manière d'affronter les choses et tout. Et surtout de la manière dont t'en parles assez facilement. Et je pense que tu vas faire du bien à beaucoup de gens, en fait, qu'il y en a qui sont perdus, qui sont tout seuls, qui savent pas trop comment faire. T'as des beaux messages que t'as délivrés, tu vois, donc c'est trop classe. Et voilà, bien évidemment, on te souhaite que tout aille bien et pendant 100 ans et tout ça. Et voilà. Ah non, pas 100 ans, c'est trop vieux. J'aurais 132 ans, tu te rends compte ? Et du coup, et voilà, et je trouve ça bien parce que mine de rien, du moment qu'on fait quelque chose, comme les vidéos, comme toi tu fais tes vidéos sur la chaîne, tout ça, c'est une manière aussi de donner aux gens, mais pas forcément que aux proches. C'est-à-dire que du moment que tu fais quelque chose qui est diffusable ou qui peut s'acheter ou peu importe, c'est quelque chose que tu fais au-delà de ton cercle. Et du coup, voilà, c'est très bien et t'apportes... voilà, t'analyses des vidéos de chansons, tout ça, tu pourrais te dire, mais je m'en fous, je suis malade, voilà, vous vous rendez pas compte et machin. Oui, ça n'a aucun intérêt. Ouais, non, t'es dans un truc on s'en fiche. Ouais, tout a de l'intérêt, Oui, et on a sûr. tous nos corps, nos maladies Bien ou sûr. nos problèmes, etc. Et il y a plein de choses à vivre et tu partages ça, c'est très bien, je trouve ça très classe. Il y a un truc de fou que je me dis depuis quelques jours, c'est qu'en fait, je pense que c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver. Parce que ça me permet de pas passer à côté de ma vie, en fait. Et c'est fou de dire que être malade et avoir un cancer, ça peut être limite une bénédiction, on va dire. Ouais. Mais en fait, c'est vrai, ça me permet juste de pas passer à côté de ma vie. T'es pas sûr sans ça que t'aurais
t'aurais pas loupé quelque chose? Je serais passée complètement à côté. En fait, quand je pense à il y a 2 ans où j'étais dans un bureau à me faire crier dessus par un manager. Mais pourquoi faire en fait? Qu'est-ce que je m'en fous de ce gars-là que je connais pas, juste parce qu'il me crie dessus, parce que ça lui convient pas? En fait, je m'en fiche. 2 ans après, je suis carrément plus épanouie, je suis heureuse au quotidien, je rigole tous les jours. Alors, je vais pas mentir, hein, c'est pas la joie tous les jours non plus. Hein. Bien évidemment. On parle quand même d'une maladie qui est dure. J'ai un traitement qui est quand même très très compliqué. C'est un traitement de cheval, donc c'est pas facile tous les jours. Par contre, je passe plus à côté de ma vie. Et c'est un des plus beaux cadeaux en fait que je pourrais avoir, c'est que je vis tous les jours en fait. Avant, je vivais pas tous les jours. Et puis je précise que pour la vidéo, tu vois, on n'en a pas parlé 50 fois avant, c'est que je t'ai envoyé un texto. Ouais, on fait une vidéo, on aimerait bien écouter des gens pour témoigner. Ouais, ok, on se voit jeudi, ouais, super. Ouais, c'est ça. Ça s'est fait comme ça. Exactement. Donc merci pour le coup. Bah, je t'en prie, merci à toi. C'est qu'en fait, la vie est spontanée, en fait, c'est cool. Ouais. Non, mais trop classe. J'ai adoré ce moment, je te remercie vraiment. Et j'espère vraiment que ça servira. N'hésitez pas à aller consulter, même si vous sentez que vous avez rien ou que vous êtes en pleine santé, même si vous faites du sport régulièrement et que vous avez une belle hygiène de vie. Il faut vraiment aller vérifier tout ça et pour être sûr qu'il n'y a rien, homme ou femme d'ailleurs. Homme ou femme, ouais, carrément. Et voilà, j'espère que ça servira à plein de gens. On te souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup. Et pour ta chaîne aussi, on va partager tout ça. Et puis, tu salues mon pote dès que tu le vois. Je te remercie beaucoup, Anaïs. Merci beaucoup.